Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session REI4A qui va parler aujourd'hui de la préservation optimisée du greffon en transplantation cardiaque grâce à deux experts, donc le docteur Marie-Lou Parra du CHU Bichat et le docteur Julien Guillère de Marie-Lange qui vont du coup échanger sur le sujet. On essaiera d'avoir quelques questions puisque c'est quand même hot topic sur le topic en ce moment. Donc bienvenue à tous les deux, un grand merci d'avoir accepté cette invitation et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup Clément, merci également à Guillaume Baudry pour l'invitation à participer à l'enseignement de RE4A. Dans le cadre de RE4A, on est ravis avec Marie-Lou de vous partager un petit peu ce qui se passe actuellement dans la préservation du greffon en transplantation. Il y a pas mal de choses qui bougent. Donc on va vous faire un petit panel des nouveaux dispositifs et puis vous rapporter également notre expérience personnelle. Et on parle aussi au nom d'un groupe de travail de la SFCTCV qui a mis au point un petit consensus concernant l'utilisation de ces nouveaux dispositifs dans leur application en France pour la transplantation cardiaque. Donc le contexte médical, brièvement, pour vous rappeler, et ça vous le connaissez très bien, c'est qu'on est face à une situation difficile qui est celle de la pénurie de greffons, puisqu'actuellement le ratio en France c'est d'avoir 2,3 candidats en attente de transplantation cardiaque pour un seul greffon disponible. On a une augmentation du recensement des patients inscrits sur liste d'attente, mais on a moins de prélèvements et donc moins de transplantation. Et une des problématiques, on le voit tout de suite sur ce graphe, c'est que, en conséquence, on a repoussé les limites des critères de sélection des donneurs et notamment l'âge moyen des donneurs pour la transplantation cardiaque augmente significativement pour atteindre quasiment 50 ans actuellement en France. L'autre problématique en transplantation et en particulier en préservation d'organes, c'est l'ischémie, la durée d'ischémie du greffon. Alors on sait que le cut-off et le timing qu'on essaie de ne pas dépasser en transplantation cardiaque, ce sont les 4 heures d'ischémie du greffon. Quand on regarde les données de l'Agence de la biomédecine, on voit que la médiane d'ischémie en France, elle est de 3h25. On dit, c'est pas si mal, mais dans le détail, il y a quand même 25% des transplantations cardiaques en France pour lesquelles on dépasse les 4 heures d'ischémie. Or, c'est très clairement démontré, plus cette durée d'ischémie est longue, plus on se met dans des conditions à risque de dysfonction primaire du greffon et potentiellement d'échec de la transplantation et donc de surmortalité pour les patients au décours immédiat de la transplantation. Et enfin, l'autre paramètre important à considérer dans la préservation, c'est la gravité des patients receveurs de cette transplantation. Puisque certains de ces paramètres, certaines de ces caractéristiques vont être des facteurs de risque de dysfonction primaire du greffon. Et là, je vous ai mis en exemple les patients qui sont sous assistance circulatoire avant la transplantation. Il s'agit d'une assistance circulatoire de courte durée, principalement de type ECMO. Vous voyez que ça représente, d'après les données de l'Agence de biomédecine 2022-2023, c'est 23% des patients qui arrivent à la transplantation cardiaque en France arrivent sous ECMO. Et à peu près 9 à un peu moins de 10% sont sous assistance circulatoire de longue durée, que ce soit du LVAD, du BIVAD, du cœur artificiel total. Alors ce sont des conditions à risque de chirurgie complexe, de chirurgie à risque inflammatoire et hémorragique, qui vont nous mettre dans des conditions à risque de dysfonction primaire du greffon. Donc on a ces deux conditions, des donneurs à critères élargis et des receveurs à haut risque. Et moins par moins en médecine, ça fait pas plus, ça fait moins, puisqu'en fait on est malheureusement en France champion du monde de la dysfonction primaire du greffon. 40% des patients, d'après la définition de l'Agence de biomédecine, 40% de nos patients vont souffrir d'une défaillance primaire du greffon. Et lorsqu'elle est sévère, elle s'associe à une surmortalité, puisque vous avez seulement 65% de survie à 1 an. Ça, c'est les données de 2023. Alors, on pourra en discuter à la fin de la présentation, mais les données de 2024 sont un petit peu différentes. Elles sont bien meilleures avec une diminution de l'incidence de la DPG. Mais on a quelques explications, on pourra en discuter. Donc nous, en tant que chirurgiens, qu'est-ce qu'on peut faire finalement face à ce constat? Les donneurs, la sélection des donneurs, on y participe, mais la réanimation des donneurs, l'optimisation des donneurs, bien entendu, on est dépendant de la collaboration avec les équipes locales, avec les réanimations. Les receveurs, comme vous tous, on participe également à la sélection de nos receveurs, mais on continue d'offrir la possibilité de transplantation, y compris aux patients à haut risque.
Donc là, nous, on peut agir directement en tant que chirurgien transplanteur, c'est sur la préservation du greffon. Probablement qu'il y a une place pour une meilleure préservation, pour améliorer les résultats de la transplantation cardiaque, en tout cas à court terme. Donc, quels sont les dispositifs qu'on a actuellement sous la main pour pouvoir préserver un cœur pour la transplantation? Historiquement, on a la préservation statique froide, ce qu'on va appeler la glacière, une glacière médicale. Ça marche, ça existe depuis longtemps, et c'est ce qui est encore le plus couramment utilisé dans la pratique quotidienne. Je vous ai mis l'exemple du dispositif, donc c'est le VitalPack, c'est celui que vous voyez dans tous les hôpitaux. C'est une société française de 3 Cortex qui le fabrique et qui le commercialise en France. Ensuite, vous avez un dispositif juste en dessous qui s'appelle le Paragonix. Là encore, c'est de la préservation froide, statique. Le cœur n'est pas en perfusion, il est inerte et il est totalement immergé dans un liquide de préservation. Et c'est un dispositif qui permettrait d'optimiser le refroidissement et surtout de le garder homogène pendant plusieurs heures et de garantir une meilleure qualité de préservation. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, sur la droite de la diapositive, vous avez des machines de perfusion. Où là, on rentre dans une préservation un peu plus sophistiquée, puisque le cœur va être perfusé par du liquide, soit du sang, c'est la normothermie, c'est le dispositif Organ Care System de Transmedix, soit par un liquide de préservation, un liquide acellulaire, et c'est de la préservation cette fois-ci hypothermique par la machine X Vivo. Alors tout d'abord, un petit rappel sur les liquides de préservation, parce que ça, c'est quelque chose de commun, quelle que soit la méthode de préservation et de transport du greffon. Il faudra arrêter le cœur sur le donneur dans la salle de prélèvement multi-organes, et donc on va injecter dans l'aorte ascendante un liquide de cardioplégie, qui est également un liquide qui a des vertus de cardioprotection et de préservation prolongée. Vous avez 2 grandes catégories de liquides. Il y a les liquides intracellulaires et les liquides extracellulaires, qui se différencient essentiellement par leur concentration en sodium. Les solutions intracellulaires ont moins de 70 millimoles par litre de sodium dans leur composition. Les 2 principales solutions qui sont utilisées en France, il y en a une, c'est une intracellulaire, c'est le liquide de Brett Schneider qui est actuellement commercialisé sous le nom de Périsoc. Et puis l'autre, c'est une solution extracellulaire, le Celsior. Celsior, ça représente 55% des équipes de transplantation cardiaque en France. Vous êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a eu une communication récente de l'ANSM pour retirer l'utilisation du Celsior en France en principe de précaution. Ils ont constaté un manquement a priori sur la chaîne de production, ce qui pose problème puisque la majorité des équipes utilisent ce liquide et donc vont se retrouver là pendant au moins les 6 prochains mois à devoir utiliser une solution alternative, mais on pourra en discuter. Le point commun de toutes ces solutions, même si dans la littérature, il n'y a aucune différence retrouvée en termes de bénéfices en fonction de ces différents liquides, c'est qu'elles comportent toutes des agents antioxydants, des substrats énergétiques et elles ont une composition hyperosmolaire pour diminuer les risques d'œdème au moment de la reperfusion du greffon. Donc cette préservation statique froide, elle comporte exclusivement l'injection de ce liquide au moment du prélèvement et ensuite c'est un transport statique dans la glacière. On sait que ça marche. La limite, c'est que sur des greffons marginaux à critères élargis, ça peut poser question, notamment lorsqu'on franchit des durées de préservation au-delà de 4 heures. On sait que le taux de défaillance primaire du greffon augmente de manière quasiment exponentielle, comme vous voyez sur le graphe. On se met dans des conditions à 15-20% de risque de défaillance primaire du greffon. Ça, on va dire que c'est des données nord-américaines avec des greffons à critères élargis. Nous, on est plutôt à risque de 43% de DPG lorsqu'on est au-delà de 4 heures de préservation et avec, comme on l'a montré, une surmortalité à 1 an de l'ordre de 25% en post-transplantation. Alors, vous retrouverez toujours des papiers dans la littérature qui vous disent que en préservation statique, on peut aller jusqu'à 6 heures de préservation, mais attention, c'est des papiers de début des années 2000. On n'a pas les mêmes donneurs et en plus, là, c'est des papiers souvent sur des congénitaux, des receveurs pédiatriques en bien meilleur état général parfois et avec des greffons à moins haut risque. Le second dispositif dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est le Paragonix. Dans la littérature, on appelle ça la Uniform Cooling Preservation. Donc c'est encore une fois de la préservation froide, statique. Le cœur est inerte. Il va être cette fois-ci totalement immergé dans le liquide de préservation. La compagnie Paragonix vous laisse le choix du liquide que vous utilisez habituellement et vous remplissez totalement le bocal avec le liquide et vous purgez totalement d'ailleurs ce bocal avec le liquide de préservation. Le cœur va être suspendu par l'aorte via une canule atraumatique qui est placée dans la lumière de l'aorte
Il y a 4 diamètres différents fournis par le commercial qui vont s'adapter à l'anatomie de votre greffon. Et donc, le cœur est totalement immergé, il ne va pas bouger du coup dans le bocal et ça garantirait, d'après le fabricant, une homogénéité du refroidissement et la qualité de la préservation. Et donc ensuite, ce bocal qui est donc conditionné de manière stérile, bah, vous allez le mettre dans un second récipient externe qui lui va ensuite être placé dans un module de transport qui peut paraître assez rustique au premier abord, hein, c'est du polystyrène sur des roulettes, on va dire, pour simplifier. Une des petites valeurs ajoutées de ce dispositif, c'est que vous avez un monitoring en continu de la température du greffon. Il y a un capteur thermique là, juste à la face antérieure, et donc vous avez une application mobile qui vous permet de surveiller en fait la température en temps réel du greffon. Mais vous êtes totalement passif parce que vous ne pouvez pas agir sur cette température. Donc en fait, vous ne pouvez que l'observer. Et l'autre petit truc en plus, c'est la géolocalisation qui peut vous permettre de savoir en temps réel où se trouve votre greffon pendant le transport. Bon, c'est surtout utile pour les équipes qui sont avec vous en salle d'opération et qui aiment bien regarder où on est l'équipe de prélèvement parce que le reste des acteurs, eux, ils sont concentrés sur l'acte chirurgical ou bien sur le prélèvement. Voilà. Alors les résultats de ce dispositif, ils ont été pour la première fois rapportés au début des années 2000, c'est très récent, par les équipes américaines, notamment l'équipe de Stanford, qui est allée prélever jusqu'à Hawaï avec ce dispositif. Et vous voyez qu'ils ont repoussé les limites de ces 4 heures d'ischémie, puisqu'ils ont fait plus de 7 heures d'ischémie pour des greffons cardiaques qui ont été transplantés ensuite. Et le record du monde, c'est Boston, qui est allé prélever en Alaska un cœur avec ce dispositif, donc plus de 8 heures de préservation, avec des bons résultats cliniques. Pour avoir des résultats un peu plus robustes, ben, on se reporte à un registre qui s'appelle le registre Guardian, qui est un registre international dans lequel plus d'une vingtaine de centres participent, principalement nord-américains et quelques centres européens. On est quelques centres français à y participer depuis quelques temps. Et en fait, quand vous participez, vous rentrez à la fois des patients qui ont bénéficié d'une préservation avec Sherpa-Pac, mais également des patients dans votre cohorte qui ont eu une préservation statique conventionnelle. Ce qu'on voit dans ces données, c'est qu'il y a quand même une diminution significative du taux de défaillance primaire du greffon, notamment de défaillance primaire du greffon sévère, et donc par conséquent un moindre recours à l'ECMO post-transplantation. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de résultats significatifs en termes de survie, comme vous voyez sur le graphe, mais il y a quand même une franche tendance à une meilleure survie post-transplantation, et ce qui est logique, si on a moins de défaillance primaire sévère, on aura une meilleure survie post-transplantation. Ensuite, je vais passer la parole à Marie-Lou, qui va vous parler du troisième dispositif, qui est la perfusion hypothermique oxygénée. Merci Julien. Donc Exvivo, c'est une société suédoise fondée à la fin des années 90 en collaboration avec Stig Steen, qui est un chirurgien qui a beaucoup travaillé dans le cadre de la transplantation pulmonaire. Et la société Exvivo a surtout mis au point des liquides de perfusion et de préservation des greffons, essentiellement à base d'albumine, comme le Perfadex utilisé par beaucoup de centres en greffe pulmonaire aujourd'hui. Puis ils l'ont amélioré grâce à des ajouts de Steen pour créer sa propre solution de Steen, utilisée dans un environnement optimisé qui est la perfusion ex vivo des organes, essentiellement le poumon, puis ils se sont étendus aux autres greffons, notamment le foie et surtout le cœur. Donc on va parler aujourd'hui du ex vivo Heart System. C'est juste la diapo suivante. Alors, le dispositif pour le cœur comporte 3 éléments principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la box, donc ce gros réceptacle de transport. Le deuxième, c'est le circuit. Et le troisième, c'est la solution de perfusion. Donc, cette box, c'est comme une grosse glacière métallique qui pèse environ 26 kg, à l'intérieur de laquelle il y a un endroit où loger tout le circuit stérile où sera immergé le cœur. Il y a également un corps de pompe et différents capteurs
Le tout est recouvert par un couvercle. Il y a des poignées de transport, donc ça prend l'avion. On peut se déplacer assez loin avec. Devant, vous avez un panneau de contrôle qui vous affiche le débit, la température et la pression. La température est maintenue à environ 8 degrés en continu grâce à un système de ventilation d'air froid à l'intérieur. La pression de perfusion des coronaires est à environ 20 mm de mercure et le débit est environ 100-200 ml minute et régulé pour maintenir cette pression de perfusion. Il y a également plusieurs touches qui vous permettent de mettre en route le système et la purge. À l'arrière de la boîte, vous avez une petite bouteille d'oxygène puisqu'il s'agit d'une perfusion oxygénée. Et vous voyez sur le côté l'aération et des prises électriques. Il faut savoir qu'il y a une autonomie de plusieurs heures, de plus de 6 heures, avec différentes batteries qui prennent ou pas l'avion selon le lithium. Mais même s'il y avait une défaillance du système, vous perdez en moyenne 1 degré par heure. Donc ça reste une glacière avec un cœur qui est protégé dans du froid et qui est arrêté par un liquide de cardioplégie. Pour ce qui est du circuit, c'est une perfusion modèle Langendorf. Donc, vous avez une canule qui rentre au niveau de la racine aortique, donc qui est solidarisée de la racine aortique, juste au-dessus de la valve pour faire fuser les coronaires. Il y a également un petit dispositif plastique qui permet de maintenir la valve mitrale ouverte de façon à ce que le liquide qui passe par la cardioplégie s'écoule en permanence dans ce réceptacle stérile, dans un bocal. Le liquide est récupéré par toute une ligne à travers un corps de pompe, puis un oxygénateur, un filtre à leucocytes, exactement comme un petit circuit d'ECMO, et il est réinjecté au niveau de la racine aortique par les coronaires. Il y a un petit circuit parallèle, là en bleu, qui permet le débulage, la purge initiale du circuit, l'injection de certains métabolites, les prélèvements avec des capteurs de pression et des capteurs de température. Le troisième élément est le perfusa. Donc, c'est un équivalent de solution de Steen, essentiellement à base d'albumine. Donc, c'est un produit de cardioplégie, plutôt type extracellulaire, avec du potassium, qui est hyper oncotique. On y ajoute un certain nombre de suppléments, de nutriments, d'hormones, de catécholamines, des antibiotiques et surtout de l'oxygène, puisque en plus de ce liquide, on va ajouter l'équivalent de 500 millilitres de sang à partir de culots globulaires de banque de sang. Donc, c'est ce liquide qui est utilisé pour arrêter le cœur in situ lors du prélèvement d'organes. On fait un prélèvement totalement classique. Donc, environ 2 litres in situ. Puis, vous avez 2,5 litres à 3 litres auxquels s'ajoutent les culots qui vont passer dans le circuit de perfusion et donc perfuser en continu votre greffon cardiaque qui sera immergé. Alors, la société Exivo avait depuis longtemps maintenant fait plusieurs travaux en recherche préclinique pour étudier l'effet de l'oxygène, de la température, de la pression au bout de différents délais. D'abord en ex situ, in vitro, pardon, puis chez un modèle de gros animal. Alors, l'étude que vous voyez à droite, il s'agit d'une étude chez le porc avec un modèle de mort encéphalique et de prélèvement du cœur, puis surveillance post-transplantation de la fonction myocardique et de différents paramètres biologiques qui visaient à montrer la faisabilité de cette technique. Puis, il y a une première étude clinique chez l'homme en Suède, chez une dizaine de patients, comparée à de la conservation froide statique, qui était extrêmement positive. Ceci a permis d'étendre l'expérience clinique en Australie et en Nouvelle-Zélande, où ils avaient eux aussi fait des travaux chez l'animal, notamment chez le mouton, où ils ont comparé 3 groupes. Donc, il s'agit d'un modèle de brebis de mort encéphalique à 24 heures. Le cœur est prélevé avec transplantation orthotopique au bout de soit 2 heures, soit 8 heures de machine de perfusion, soit conservation classique, puis surveillance à 6 heures après la transplantation. Et ils ont évalué différents paramètres hémodynamiques, les doses de catécholamines,
la fonction myocardique, des paramètres métaboliques, inflammatoires, la troponine et une analyse histologique des cœurs explantés. Et ils ont vu d'une part qu'il y avait de meilleurs résultats lorsque le cœur était passé sur machine de perfusion par rapport à la conservation statique, mais surtout qu'il n'y avait pas de différence, en tout cas pas de lésion constatée au bout de 8 heures de perfusion. C'est-à-dire que les cœurs étaient aussi bien protégés au bout de 8 heures que de 2 heures. Ils sont ensuite passés à l'étape à grande échelle clinique, donc en Australie et en Nouvelle-Zélande, où ils ont perfusé une quarantaine de patients. Vous savez, quand ils ont des grandes distances de prélèvement en avion, d'un bout à l'autre, ça pouvait dépasser 4 heures, 6 heures. Ils sont même allés jusqu'à 8h47 au maximum, avec aucun décès. Il y a eu une seule dysfonction primaire du greffon. Et ils se sont comparés à des cas témoins du registre ISHLT qui retrouvaient une morbidité croissante proportionnellement au temps d'ischémie, ce qui n'était pas du tout le cas sur machine de perfusion oxygénée chez les patients australiens. Si on passe maintenant en Europe, donc il s'agit de l'étude NIHP, Non-Ischemic Heart Perfusion 2019, qui a commencé en 2020 avec un peu de retard fait du Covid et qui dans les inclusions se sont terminées en mai 2023. Donc il s'agissait d'un essai clinique randomisé incluant 8 pays européens sur 15 centres, randomisés 1 pour 1 entre conservation froide statique et machine de perfusion, donc ex vivo, hypothermique, oxygénée. Il y a eu en tout, c'était 204 patients évalués, transplantés. Le but était de montrer une supériorité de la conservation oxygénée en termes de rejet cellulaire, de décès d'origine cardiaque et de défaillance primaire du greffon. Donc, vous voyez ici la procédure. Il s'agissait de donneurs classiques, il n'y avait pas de critères étendus. C'était des receveurs inscrits sur liste nationale d'attente française classique. Il y avait pas mal de critères d'exclusion, notamment l'ECMO, l'insuffisance rénale dialysée, les désimmunisations et puis d'autres critères. Donc, une fois que le greffon vous est attribué, pour un patient inclus qui avait déjà signé son consentement, vous tirez au sort entre conservation statique ou préservation ex vivo. Pour la préservation ex vivo, il fallait compter environ 1h30 de préparation de la machine avec la solution, l'ajout de culots sanguins, le prélèvement d'organes avec mise en place du cœur sur la machine, puis greffe classique. Les résultats de cette étude au niveau européen à 30 jours, qui ont été donc publiés l'année dernière, ceux à 12 mois vont l'être cette année. Donc, il y a une diminution du critère primaire de jugement, incluant donc les rejets, les décès cardiaques et les dysfonctions primaires de greffon, de 44%. Et si on s'intéresse uniquement à la dysfonction primaire du greffon, il y avait une baisse de 61% et surtout marquée pour les dysfonctions sévères. Il y avait une sécurité optimale du dispositif. Il n'y a pas eu d'accident, de perte de greffon lié à la machine. Et cette même machine a été utilisée dans le cadre de l'étude Pégase, menée à la Pitié-Salpêtrière, qui consiste à prélever des greffons aux Antilles sur cette machine, donc ex vivo en hypothermie oxygénée, avec une première expérience en janvier, je crois, 2024, de plus de 12 heures de prélèvement avec des suites tout à fait favorables. Et ils sont à 7 malades, je crois, maintenant dans le cadre de cette étude. Concernant l'expérience française, nous sommes en train de revoir l'analyse médico-économique des patients inclus dans les 2 centres parisiens, de façon à avoir nos résultats en vie réelle. Je te repasse la main, Julien. Merci Marilou. Donc dernier dispositif, c'est la perfusion normothermique oxygénée. Donc là, on a un dispositif sur le marché qui s'appelle l'Organ Care System, qui est commercialisé par la société Transmedix. Donc vous avez un cœur en perfusion au sang avec un module de perfusion, un circuit qui comporte une pompe, un oxygénateur, une bouteille d'oxygène
une résistance pour maintenir le sang à température de 34 degrés. On dit que c'est de la normothermie, mais en fait c'est 34 degrés, c'est pas 37 degrés. Et vous allez faire en fait de l'évaluation biochimique sur le perfusat pendant la perfusion du greffon. Et ce qu'on va mesurer en fait, c'est le lactate circulant. Et notamment, on va regarder en particulier l'extraction myocardique du lactate en faisant donc au même instant un prélèvement lactate artériel, donc juste avant que le sang n'arrive dans la circulation coronaire. Donc on a une ligne de prélèvement juste en amont de l'aorte ascendante. Vous voyez d'ailleurs sur l'image, il y a une petite ligne qui va venir en fait sur la rampe là où vous pouvez faire les prélèvements. Et le prélèvement veineux, lui, va porter sur le sang veineux consommé par la circulation coronaire, qui est donc du sang qui est drainé par l'artère pulmonaire. Vous avez une canule en fait qui va recueillir le sang veineux, puisque les deux veines caves sont liées sur ce greffon. Donc ce qu'on cherche à obtenir en fait, c'est une décroissance progressive du lactate, puisqu'en fait le cœur va métaboliser le lactate comme substrat énergétique. Et donc ce qu'on cherche à obtenir, c'est une différentielle artério-veineuse positive. Le cas contraire, c'est un marqueur de mauvaise qualité du greffon, et qui est dans cette situation-là, le fabricant nous recommande de ne pas transplanter le greffon si on n'arrive pas à réverser cette cinétique défavorable du lactate. Alors, les résultats de cette technologie sont connus depuis déjà une bonne dizaine d'années. Il y avait eu des essais, notamment un principal essai randomisé qui s'appelait l'étude PROCID 2, qui était une étude prospective multicentrique internationale. Il y avait des centres nord-américains et européens qui était un essai de non-infériorité et qui a montré la non-infériorité de cette technologie par rapport à la préservation statique froide, malgré des durées de préservation plus longues et des temps d'ischémie plus courts. Il y avait le même résultat en termes de taux de DPG et de survie des patients post-transplantation. Il y avait à peu près une soixantaine de patients dans chaque groupe. Ça, c'était publié dans le Lancet déjà en 2015. Le record du monde de durée de préservation d'un cœur en normothermie sur machine avec l'Organ Care System, c'est 17 heures de préservation, dont près de 16 heures en perfusion sur machine. Ça avait été rapporté par l'équipe d'Astana au Kazakhstan, publié en 2021. Avec des résultats cliniques favorables. Le patient était sorti sous ECMO, mais sevré rapidement, vous voyez, 48 heures après la transplantation. Il y avait eu une bonne reprise de fonction du greffon. Les Américains nous ont également rapporté l'utilisation de ce dispositif pour des greffons dits à critères élargis. Alors on peut discuter sur leur définition de greffons à critères élargis, qui sont en fait nous nos greffons de tous les jours, puisque pour eux un donneur de plus de 45 ans c'est déjà un donneur marginal. Donc dans cette étude, en fait, ils avaient collecté les cœurs qui avaient les donneurs qui étaient refusés par la majorité des équipes, et ils les avaient placés sur l'Organ Care System pour les perfuser donc en normothermie. Et vous voyez que sur les 173 cœurs qui ont été perfusés ainsi, 87% ont été utilisés, c'est-à-dire qu'ils avaient un profil métabolique favorable selon la concentration de lactate que vous voyez sur le graphique. Seulement 13% n'ont pas été transplantés. Et les résultats cliniques de ceux qui ont été transplantés ont été favorables avec moins de 20% de dysfonction primaire du greffon. Donc cette étude, c'était l'étude EXPAND. Ils ont mis du temps à la publier parce qu'en fait, l'inclusion des patients, elle date d'avant 2020. Et on a attendu 2024 pour une publication dans le JACC Heart Failure. L'autre avantage est l'application potentielle de cette machine de perfusion normothermique, et c'est là aussi où elle a pris un essor considérable depuis une dizaine d'années, c'est dans le Maastricht 3. Donc le Maastricht 3, vous savez, c'est des donneurs décédés d'arrêt circulatoire contrôlé. Pour l'instant, en France, on n'a pas encore l'autorisation de prélever cette catégorie de donneurs pour le cœur. Ça se fait déjà pour les poumons, reins, foie, pancréas. Pour le cœur, les premières publications datent également de 2015. Et c'est marrant parce que c'est dans le même numéro du Lancet que la publication PROCID 2 de l'Organ Care System, que je vous ai montré tout à l'heure. Où en fait, là, c'était une publication de l'équipe australienne sur les 3 premiers prélèvements Maastricht 3 à distance, donc dans un autre hôpital, et avec mise en place du cœur sur machine de perfusion. Cette machine, j'ai oublié de le rappeler, mais de manière analogue à l'X Vivo, cette machine, elle est transportable. C'est-à-dire qu'on va se déplacer sur le site de prélèvement pour, dès que le cœur sera explanté, le placer directement sur cette machine de perfusion, et on va utiliser le sang du donneur pour primer le circuit de cette machine. Donc dans le Maastricht 3, par contre, le plus souvent, les équipes n'utilisent pas forcément le sang du donneur, mais le sang de la banque de sang pour primer le circuit. Les résultats, très rapidement, depuis que les Nord-Américains ont commencé le programme Maastricht 3, un peu après les Australiens et les Britanniques, maintenant il y a des papiers avec plusieurs centaines de patients
Ils ont clairement démontré, notamment via une étude randomisée multicentrique, qu'ils avaient d'excellents résultats avec la transplantation cardiaque Maastricht 3 en utilisant cette approche de perfusion normothermique. Vous voyez, 94% de survie à 6 mois versus 90% pour des transplantations à partir de donneurs en mort encéphalique. Ce sont des résultats qu'on aimerait bien avoir nous-mêmes au quotidien dans notre programme de transplantation à partir de donneurs en mort encéphalique. Et là, je vous ai mis en vidéo le premier cœur Maastricht 3 qu'on a prélevé en France est placé sur machine dans le cadre d'un protocole de faisabilité sous l'égide de l'Agence de la biomédecine, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore le droit de les transplanter, mais on travaille actuellement avec le groupe national Maastricht 3 de l'Agence de la biomédecine à développer un protocole pour la faisabilité de cette activité en France. Donc finalement, pour synthétiser, quel dispositif de préservation peut-on utiliser, mais surtout en fonction de quel objectif? Premièrement, allonger la durée de préservation. Oui, on peut le faire avec la normothermie, l'Organ Care System. Oui, avec l'X vivo, on vous l'a montré avec les résultats notamment de prélèvements transatlantiques. Le Sherpa-Pack, alors à part les Américains qui sont allés prélever à Hawaï ou en Alaska, dans les données du registre Guardian, il y a très peu de durée de préservation au-delà de 4 heures, 5 heures. Nous, dans notre expérience personnelle, on n'est pas allé à plus de 5 heures avec le Sherpa-Pack, donc je serais encore assez prudent pour repousser les limites en termes de durée de préservation avec ce dispositif. Ensuite, l'évaluation d'un greffon à critère allergie. Oui, avec l'Organ Care System, mais c'est une évaluation qui est limitée à la biochimie, à la clairance du lactate. Il n'y a pas d'évaluation fonctionnelle du greffon. Quant aux autres dispositifs, vous n'avez pas de moyen d'évaluation pendant que le cœur est dans le dispositif pendant le transport. Et enfin, la ressuscitation du greffon Maastricht 3. Pour l'instant, les seules données cliniques importantes, c'est avec l'Organ Care System. Il y a quelques papiers qui commencent à sortir avec l'X vivo, notamment les Belges ont fait une publication à partir de 3 cas avec des résultats favorables. Pour l'instant, avec le Sherpa-Pack, on en est à des données très préliminaires, donc je ne peux pas vous en dire plus pour le Maastricht 3 cas. Marie-Lou, je te laisse peut-être partager un mot de ton expérience et puis des perspectives à attendre de l'X Vivo Box. Alors, l'expérience dans le cadre d'une étude, donc pour des malades très sélectionnés, elle est néanmoins positive parce que sur les résultats qu'on a étudiés uniquement avec les 2 centres français, nous, on a une baisse significative, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour l'étude européenne. On a une baisse significative de 81% des dysfonctions primaires du greffon. Donc, dans un pays où on a 40% de DPG avec des donneurs très élargis, des receveurs aussi, je pense que c'est important de se donner les moyens d'améliorer la qualité de nos greffons. Et on a réussi à le montrer avec cette étude. Maintenant, il faut, élargir les critères de sélection pour voir si on retrouve ce même effet positif. Et puis 2, il faut pouvoir le tester sur d'autres donneurs, notamment ceux à cœur arrêté, ce qui est en train d'être le cas aux États-Unis, puisque l'étude menée aux États-Unis est sur les donneurs à cœur arrêté et des donneurs plus élargis que l'étude que nous avons faite. Donc concernant notre expérience à Marie-Lannon, nous on n'a pas l'expérience de l'X Vivo, on a l'expérience de l'Organ Care System et du Sherpa-Pack de Paragonix. Et en fait, on a eu 2 périodes au cours des 5-6 dernières années. On a commencé avec l'ECS, très clairement, on peut préserver plus longtemps des greffons. L'évaluation métabolique, bon finalement, on a constaté dans notre expérience, c'est surtout un moyen d'évaluer la qualité de la préservation. Mais un mauvais greffon, un greffon marginal restera un greffon marginal. Il ne faut pas espérer, pour l'instant, avec cette approche, de pouvoir améliorer la qualité du greffon. Enfin, ce dispositif, c'est celui qu'on a utilisé pour faire l'étude de faisabilité sur les Maastricht 3 cœurs. On en a prélevé 5 dans le cadre de cette étude avec l'Agence de biomédecine et avec des résultats métaboliques favorables. Les limites, c'est que ce dispositif, ce consommable, il a un coût qui est de l'ordre de 45 000 € pour une transplantation. L'autre coût, c'est le coût des ressources humaines parce qu'il faut être plus nombreux et avec de l'expertise seniorisée pour ce dispositif parce que la normothermie, ça tolère pas l'erreur. C'est passionnant parce que c'est de la réanimation d'un organe isolé, mais il faut avoir une expertise, il faut avoir développé cette compétence et surtout il faut l'entretenir. Donc il faut des équipes qui soient suffisamment staffées avec du volume d'activité. Et donc ensuite, on est passé à l'activité avec le Sherpa-Pack Paragonix. Là, en revanche, c'est très facile à utiliser. Vous modifiez pas la composition de votre équipe de prélèvement pour la transplantation. Bon, la surveillance de la température, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passif par rapport à tout ça parce que c'est juste une surveillance. On ne peut pas la modifier pendant la phase de transport et de prélèvement.
Les limites, bah là aussi, ça a un coût. Ça a quand même, ils étaient partis au départ à un coût de consommable de 7 500 euros. Là, actuellement, ils le vendent plutôt autour de 10 000 euros parce que bah, ça marche. Et qu'en France, l'année dernière, c'était 30% des transplantations cardiaques qui ont utilisé le Sherpa-Pack. Donc, il y a un vrai, entre guillemets, un engouement. On a l'impression que ça marche. Maintenant, il va falloir aussi étudier les résultats. La préservation, bah, je pense qu'on peut pas pour l'instant affirmer qu'on peut aller sur des préservations prolongées. Vraiment, moi, je reste prudent en dessous de 6 heures, très certainement, même en dessous de 5 heures au grand maximum, mais ça, c'est mon expérience personnelle. Et ça reste de la préservation statique. Pour vraiment aller sur de la préservation prolongée, il faut aller sur les machines de perfusion. Et nous aussi, on a quand même observé un bénéfice très net dans notre expérience avec ce dispositif Sherpa-Pack, où on est passé de 38% de DPG sévère, donc avec un recours à l'ECMO post-transplantation, à maintenant, là, c'est pas les chiffres actualisés, mais on est à 10% d'ECMO post-transplantation. Donc ça a vraiment changé nos suites opératoires. Et puis, on a fait une petite étude médico-économique locale où on démontre très clairement qu'on a une réduction du coût d'hospitalisation parce que les séjours en réanimation qui sont raccourcis, moins de recours à l'ECMO, moins de recours à la dialyse post-greffe, et donc moins de durée de séjour en réanimation, et donc un bénéfice économique également, donc un bénéfice clinique, un bénéfice économique pour l'hôpital, ce qui permet entre guillemets de compenser le surcoût du dispositif par rapport à la glacière traditionnelle. Donc, comme vous savez, il y a eu un plan ministériel, plan greffe 2022-2026, dans lequel, parmi les objectifs, il y avait l'augmentation du recensement et du prélèvement d'organes, mais également soutenir l'innovation et promouvoir la réhabilitation et le développement de l'utilisation des machines de perfusion. En 2022, c'était seulement 5,6% des transplantations cardiaques qui utilisaient des machines de perfusion en France. Donc, on s'est également mis au travail de notre côté au niveau de la SFCTCD pour élaborer un document de consensus concernant les indications de ces dispositifs en France. Et on a considéré trois grandes conditions. Déjà, c'est les caractéristiques des donneurs. Ça, ce sont les caractéristiques des critères élargis, tels que le reconnaît l'Agence de la biomédecine. Vous avez également les caractéristiques des receveurs à haut risque de dysfonction primaire du greffon, notamment ceux qui sont porteurs d'une assistance circulatoire pré-transplantation, les patients hyperimmunisés, les patients avec hypertension pulmonaire. Et puis enfin, la dernière condition, c'est celle qui nous met également à risque de DPG, c'est la durée prévisible d'ischémie supérieure à 4 heures, quelles que soient les raisons. On rentre pas dans le détail. Donc voici un petit peu le logigramme que l'on propose à l'issue de ce consensus d'experts qui va bientôt paraître, qui sera publié prochainement dans les archives. On va distinguer deux situations. Le prélèvement sur donneur en mort encéphalique, qui est l'activité qui est actuellement autorisée en France pour la transplantation cardiaque. Soit vous êtes dans la condition à plus de 4 heures prévisible d'ischémie avec un donneur à critères élargis. Dans ces cas-là, très clairement, c'est la place des machines de perfusion à notre sens. Si maintenant vous êtes à plus de 4 heures d'ischémie et un donneur sans critères élargis, mais un receveur à haut risque de DPG, là encore, la machine de perfusion devrait pouvoir vous garantir le moindre risque de différence primaire du greffon. Le cas échéant, la préservation optimisée froide type Paragonix, Sherpa-Pack nous semble avoir sa place. Si maintenant vous êtes dans la situation d'une durée prévisible d'ischémie de moins de 4 heures, sur un donneur sans critères élargis, sur un receveur non à risque, vous pouvez toujours utiliser, bien entendu, la préservation statique froide. Si maintenant vous êtes dans des conditions soit de donneur à critères élargis ou de receveur à haut risque de défaillance primaire du greffon, la préservation statique froide optimisée avec Sherpa-Pack nous semble avoir sa place dans ces indications. Et puis maintenant, si on se projette vers l'ouverture prochaine du Maastricht 3 Coeurs en France, on espère, je pense, pour 2026, vous savez que je rentrerai pas dans le détail, mais il y a deux méthodes, deux approches de prélèvement qui sont rapportées dans la littérature. Soit c'est un prélèvement direct du cœur, après le constat de la mort sur le donneur. Dans cette situation, le cœur a été exposé à une ischémie chaude prolongée, donc il faut le placer sur machine de perfusion pour le réhabiliter et évaluer sa viabilité en vue de la transplantation. L'autre approche, c'est de reperfuser le cœur in situ, c'est ce qu'on appelle la circulation régionale normothermique thoraco-abdominale. Et dans ce cas-là, vous rebasculez ensuite sur un mode de préservation soit statique, standard, soit machine de perfusion, dans le cas où vous auriez besoin d'une préservation prolongée. Mais dans ce cas-là, la machine ne sert pas à évaluer le greffon, elle sert à allonger la durée de préservation.
Donc en conclusion de cette présentation, j'espère qu'on vous a synthétisé de manière assez claire les différents dispositifs qu'on a actuellement sur le marché en France. Mieux préserver le greffon, c'est une nécessité parce qu'on a un taux trop élevé des expériences primaires du greffon et des situations à haut risque de DPG. Mieux évaluer les greffons, c'est possible avec certains dispositifs. Améliorer les résultats de la transplantation, c'est une réalité, on le voit, les résultats commencent à sortir dans la littérature. Et enfin, peut-être un jour pouvoir augmenter le pool de greffons, là c'est un espoir grâce à ce type de dispositif. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir discuter avec Clément, notre modérateur. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairé un petit peu sur l'état des lieux de la préservation des greffons. J'ai un certain nombre de questions pour vous, à la fois du côté pratique pour les non-chirurgiens et en tout cas non-chirurgiens transplanteurs et ou non-chirurgiens tout court comme je suis. En pratique, quand vous prélevez votre greffon, vous allez faire une cardioplégie pour l'arrêter et ensuite attaquer un système de préservation quel qu'il soit. Et vous me corrigez l'un ou l'autre si je dis des bêtises évidemment. C'est-à-dire le mettre dans de la glace ou dans le Sherpa-Pack ou les machines de perfusion, que ce soit hypothermiques ou normaux ou presque normothermiques. Quand vous allez redémarrer derrière, si vous avez une machine de perfusion froide ou glaciaire améliorée Sherpa-Pack, vous réchauffez le cœur et il repart plus ou moins avec une fibrillation que vous allez choquer. Si tu es sur de l'OCS, tu es obligé de réarrêter le cœur pour repartir. Oui. Donc, est-ce que déjà sur cet élément-là, on a quand même d'un côté une technique où on a une ischémie-reperfusion avec une seule cardioplégie, de l'autre côté 2 ischémies-reperfusions, 2 cardioplégies. Est-ce que ça doit entrer en ligne de compte ou pas? Alors, il n'y a pas d'études suffisamment robustes pour dire que ça pourrait être délétère pour certains greffons à critères élargis d'enchaîner cette séquence, comme tu le dis, d'ischémie-reperfusion, ischémie-reperfusion. En fait, le postulat au départ de l'OCS, c'était pas de faire de la préservation prolongée avec la normothermie, c'était d'évaluer la qualité des greffons. Et notamment parce qu'au tout début, sur le premier prototype qu'avait développé Transmedix, il y avait un mode possible de working mode, c'est-à-dire de mise en charge des cavités cardiaques gauches, ce que je ne voulais pas détailler dans la présentation, mais là, le cœur, il est battant en normothermie, mais il n'est pas travaillant. Et donc, au départ, eux, ils avaient imaginé pouvoir le faire travailler avec un module un peu plus complexe de mise en charge des cavités cardiaques gauches. Très clairement, ça a été rapidement abandonné, ça n'a même jamais été commercialisé parce que c'était trop complexe, notamment pour les manœuvres de purge et mise en charge. Donc, au départ, c'était vraiment ça la philosophie, c'était de se rapprocher des conditions de la physiologie circulatoire, la physiologie coronaire, pour évaluer la viabilité des greffons. Maintenant, effectivement, oui, ça peut être reproché, cette séquence d'ischémie-reperfusion, ischémie-reperfusion, mais les données cliniques d'utilisation montrent quand même une sécurité et une bonne reprise de fonction des greffons. J'ai quand même vu passer une publication, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, par l'équipe de Stanford, qui au moment où ils arrivaient avec le greffon sur l'organ care system, ils arrivaient dans leur salle de transplantation, ils n'arrêtaient pas le cœur. En fait, ils continuaient à le perfuser via une petite canule placée dans l'aorte ascendante. L'aorte ascendante était clampée en distalité. Ils explantaient le greffon de l'OCS et ils le maintenaient perfusé pour éviter cette nouvelle arrêt du cœur, cette nouvelle séquence d'ischémie en perfusion. Et pendant toute leur séquence d'anastomose et de suture, le cœur était toujours en perfusion grâce à une ligne qui était raccordée à la CEC du patient. Ça me paraissait un peu sophistiqué parce qu'en plus, imaginez faire les transplantations, les sutures avec le cœur battant, certes déchargé mais battant, c'est pas si simple à mon avis, mais c'est pas infaisable. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. J'avais vu passer aussi ce papier, on a travaillé, comme tu sais, avec l'équipe de Montpellier, Ouais. grâce à ta formation d'ailleurs initiale, sur des modèles animaux de transplantation. Et c'est vrai que, comme tu le disais, c'est hyper évident parce que tu vois ce greffon et ce cœur contracté devant toi, branché à une machine. Et c'est vrai qu'en pratique, après, ça paraît plus compliqué. Et au départ, pourtant dans un modèle animal, dans les suites de ce que vous aviez commencé à faire bien avant nous, à Marie-Nanlon, on s'est dit, bon, on va essayer d'évaluer ce greffon, comment on peut le mettre en charge, comment on peut faire de l'écho, comment on peut
Vous avez évalué les coronaires en faisant des coraux dessus, etc. Et finalement, sur un modèle préclinique, donc pas du tout clinique de ma part, et je suis pas du tout chirurgien, c'est vrai qu'on a ce gradient de lactate. Alors, comme tu le dis, le fabricant nous dit, si le gradient s'améliore, c'est qu'on va dans le bon sens, sinon il faut probablement pas le transplanter. Mais en fait, quand on regarde la littérature, dans mes souvenirs au moment où on l'a fait, j'ai l'impression que ce gradient, il n'est pas réellement corrélé au pronostic en termes de défense primaire de greffon, sans même aller jusqu'à la mortalité, parce que là, on n'en est pas encore là, quelles que soient les machines. C'est un ressenti faux par le modèle préclinique ou c'est quelque chose que vous avez en clinique aussi? Non, non, mais comme je t'ai dit, nous, en fait, on a le sentiment que c'est davantage un critère de qualité de la préservation, de la qualité de la perfusion de ton greffon en normothermie, qu'un critère de prédiction de la reprise de fonction du greffon au moment de la transplantation. Ça, la plupart des équipes s'accordent là-dessus. Et même les Britanniques avaient fait une publication dans laquelle ils montraient aucune corrélation entre la cinétique des lactates au cours de la perfusion et le taux d'ECMO post-transplantation. Alors attention, c'était sur des cœurs Maastricht 3, donc là encore c'est des données qu'on considère à critères élargis, où là on a un taux de lactate initial qui est beaucoup plus élevé. Donc oui, c'est questionnable, parce qu'en fait c'est une technologie qui est, je pense qui aura un intérêt certain, qui a déjà un intérêt pour le Maastricht 3, c'est là où il y a eu plus de publications, aura probablement un intérêt lorsqu'on franchira l'étape suivante, parce que là, on en est à essayer de démocratiser la perfusion d'organes pour améliorer la qualité de la préservation, allonger la durée de préservation, mais l'étape future, c'est de pouvoir agir d'un point de vue thérapeutique sur les greffons grâce à ces plateformes, ces outils de machines de perfusion. Et la normothermie, bah, ce sera probablement la condition la plus favorable pour essayer de faire de la thérapeutique, de la pharmacologie sur ces cœurs perfusés. Maintenant, effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est frustrant de ne pas pouvoir l'évaluer fonctionnellement avant de le transporter. En tant que clinicien, on aura envie de savoir c'est quoi sa FEVG, c'est quoi son strain. On peut le faire au labo, notamment parce qu'on peut remettre en charge des qualités cardiaques, mais en pratique clinique, pour l'instant, on ne peut pas le faire. À l'heure actuelle, quand on voit encore une fois, c'est hyper séduisant et je te rejoins sur la possibilité à un moment donné de mettre des thérapeutiques anti-inflammatoires, immunomodulatrices, potentiellement des leucocytés, bref, toutes ces choses-là pour le moyen terme et ce qu'on a pu faire les uns ou les autres en préclinique avec différents produits. À l'heure actuelle, au vu des résultats qui semblent plutôt bons avec le Sharp-APAC et nos délais d'ischémie en France, tu nous as rappelé, si je ne dis pas de bêtises, 25% de durée supérieure à 4 heures. Est-ce que tu as une idée, est-ce que vous avez une idée un ou l'autre de combien supérieur à 6 heures, par exemple, puisque si je comprends bien, le délai pour le Sharp-APAC 4 à 6, 4 à 5, c'est bien, mais au-delà, c'est peut-être pas assez. Je sais pas, Marilou, toi, si tu as le détail. Moi, j'ai pas le détail je suis pas sûr qu'il y ait eu des transplantations avec plus de 6 heures d'ischémie en France récemment. Mais Sur les chiffres de l'ABM, c'est inférieur à 1% généralement. Il y en a toujours quelques-uns, mais c'est anecdotique. Donc, alors, dans les données de l'ABM, Clément, excuse-moi, moi, je Ouais. vous ai montré au début du topo, c'était les 40% de DPG, ça, c'était les données 2023. Prochainement, on nous présentera les données 2024 et vous allez être assez surpris qu'on est passé à moins de 30% de DPG. Donc c'est bien, c'est mieux. C'est encore un peu élevé, mais c'est beaucoup mieux. J'ai pas l'explication formelle. La seule chose, mais encore une fois, c'est pas une corrélation, hein, c'est qu'il y a eu 30% des transplantations cardiaques l'année dernière avec le Sherpa-Pac. Après, il faudra analyser dans le détail si cela était associé à une moindre incidence de la DPG. Nous, on le voit dans notre centre, ça c'est clair et net. Une seule ECMO l'année dernière post-transplantation. Donc à voir, à voir. Mais tout ça va dans le bon sens, bon sens. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que ce chiffre que tu as annoncé là tout à l'heure et dont on parlera demain au groupe Thorax de 30% fait sur Sherpa-Pac, ça paraît énorme en fait et c'est hyper intéressant surtout si en effet on le met en regard. Alors il y a probablement plein d'autres facteurs mais on est obligé de mettre en regard de cette utilisation-là et vu la facilité d'utilisation, un prix qui est en effet comme tu dis cher, hein, 10 000 euros, mais
4 fois et demi moins cher que l'OCS. Et puis surtout, un besoin de déplacer une équipe qui est la même que d'habitude et pas besoin d'avoir un perfus ou un Anest Réa en plus. C'est vrai que c'est tentant. Puis après, il y a la place de l'X-Vivo avec des données sur la Lancet publiée l'année dernière auxquelles vous avez participé, Marie-Lou à Bichat et puis l'équipe de Guillaume aussi sur la Pitié, si je dis pas de bêtises. C'est hyper intéressant et c'est vrai qu'en termes de faisabilité, ça paraît plus simple là aussi pour l'avoir testé sur le cochon avec l'équipe sur Montpellier, moins sur Nîmes. Ça paraît techniquement plus simple, mais encore une fois, je suis pas chirurgien. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que finalement c'est aussi compliqué que le CS? Alors oui, tu as bien résumé. C'est plus simple en termes de moyens humains. Il faut un chirurgien qui prélève normalement, qui a besoin d'une main de plus peut-être pour nous aider à mettre en place la canule. Actuellement, en tout cas pour l'étude, il y avait un perfusionniste qui partait avec nous parce que pour gérer la machine, voilà, c'est quand même c'est une petite différence par rapport à un PMO classique. Mais une fois, on peut imaginer que dans une équipe rodée, il n'y ait pas forcément besoin d'une personne supplémentaire. Donc en termes humains, c'est beaucoup plus simple que l'OCS. En termes financiers aussi, alors là, ça y est, il finalise l'obtention du marquage CE avec un prix estimé pour le consommable à 35 000 € par procédure et une mise à disposition de la box. Pour l'OCS, je crois que c'était ce que tu as dit, 45-50 000 €. Donc moins de moyens financiers, moins de moyens humains, moins de moyens matériels. Et l'argument que tout le monde avance généralement quand on leur en parle, c'est la sécurité du froid. Parce que l'OCS ne souffre pas l'erreur technique, l'erreur humaine. Voilà, derrière, mais pour l'X-Vivo, même si la machine plante, ça reste une glacière avec un cœur qui est arrêté, qui est protégé dans le froid. Donc, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis sur le greffon. Après, ces arguments-là, mine de rien, comptent en termes d'équité, je trouve, en termes d'éthique et d'accès de tous les centres à ce type de machine. On pourra, vu les distances, on pourra difficilement se ubériser, je ne sais pas si c'est le terme, mais on pourra difficilement mettre en commun les moyens d'un centre à l'autre. Et donc, faire l'acquisition pour un centre d'un type de machine, tout le monde ne pourra pas avoir toutes les machines. Donc, il faut savoir pour quel receveur, quel donneur idéal. C'est ce qu'a décrit Julien avec cet arbre décisionnel. Il y a des greffons où, clairement, le but n'est pas de les évaluer, c'est juste de mieux les protéger. On les a choisis, ils étaient bons avant. C'est uniquement qu'il y a un receveur compliqué ou que le trajet va être long. Mais on n'a pas forcément besoin de les évaluer. Alors que pour d'autres, notamment le Maastricht 3, qui j'espère va se développer, oui, il y a ce besoin d'évaluation et de réhabilitation complémentaire. Et donc, je pense que chaque machine aura un intérêt différent. Et vu le coût pour la société que ça va représenter, c'est à nous de nous positionner pour argumenter telle ou telle machine dans telle ou telle indication. Et les analyses médico-économiques vont être très importantes dans ce but. Et si je peux juste faire une petite remarque par rapport à l'amélioration des résultats, parce qu'on en a tous déjà discuté chacun dans nos centres, de façon concomitante à la mise en place de ces progrès techniques, il y a quand même eu une amélioration de la prise en charge globale des malades. Le fait de participer à une étude, vous allez vous astreindre à faire les choses bien, à reperfuser, à pas remettre en charge tout de suite le cœur, à mettre du NO, à mettre de la Dobu, à mettre de la noradrie comme il faut, à pas forcément il est arrivé sous ECMO, on le sort sous ECMO parce que c'est facile. Bah non, si on n'en a pas besoin, on l'enlève. Et donc il y a ce côté un peu plus, pas conscience professionnelle, mais d'être un peu plus vigilant sur plein de critères au niveau des chirurgiens, des cardiologues, des anesthésistes, réanimateurs, etc. Et peut-être que ça a participé dans l'ensemble des centres à l'amélioration de ces résultats. Je ne sais pas dans quelle proportion, mais mine de rien, on fait tous un peu plus attention, j'ai l'impression. En tout cas, c'est plutôt finir sur une amélioration des résultats en France et sur des perspectives d'innovation associées. Ça ne peut être qu'une bonne fin, à mon avis, pour cette présentation. Et j'espère qu'on pourra en rediscuter, peut-être se refaire une petite session dédiée aux résultats, puisque vous nous faites un petit teaser de ce qu'on va nous présenter demain et de ce qu'on pourra présenter à tous nos étudiants et ceux qui nous regardent. Puisque c'est vrai qu'en France, on a des donneurs quand même bien particuliers. Et je crois que tu l'as rappelé, Julien, tout à l'heure. Tous nos donneurs, en fait, aux US, sont des donneurs marginaux par définition.
Donc c'est vrai que se comparer en permanence aux US est très difficile, voire en fait en pratique impossible sur les résultats à un an ou même sur la défense primaire du greffon. Avec là aussi peut-être ça sera l'occasion d'en discuter. Pas mal de remise en question de l'utilisation de ce critère défense primaire du greffon tel qu'on le connaît habituellement. Et nous c'est vrai que c'est l'ECMO globalement. C'est vrai que ça amène pas trop à discuter, même si un donneur qui arrive sous ECMO peut sortir sous ECMO avec parfois peut-être un peu d'habit. Merci beaucoup à tous les deux pour ces super présentations. Et puis j'espère à très vite sur Reikatra ou ailleurs. Merci Clément. Merci Clément. Merci Bonne À Julien. journée. bientôt. Salut Marilou. À Au revoir. bientôt.